auteurs. J'ai le plaisir de vous présenter peut-être le portrait d'Henri Jacobs. En effet, cet homme a été très, très discret. Il est resté d'ailleurs très discret dans l'histoire de l'art. Et nous avons ici une photo de l'inauguration du groupe de l'INTOUT, du groupe scolaire de l'INTOUT à Schaerbeek, où sont figurés tous les édiles communaux. Avec Jean-Paul Lauzet de la Maison des Arts de Schaerbeek, on a éliminé un à un tous ceux que l'on connaissait. Il n'en reste qu'un, c'est celui-ci, c'est probablement Henri Jacobs, qui était juste à côté du bourgmestre de Schaerbeek. Mais rien n'est moins sûr, donc c'est peut-être Henri Jacobs. Pour Jacob, ce qui est très compliqué, c'est de rassembler les documents, de rassembler les sources. En effet, son fils, qui était architecte comme lui, Henri-Aimé Jacobs, va mourir en 1964 dans leur maison familiale à Schaerbeek, et les archives vont être éparpillées. Beaucoup probablement a été détruit. Certaines personnes à Schaerbeek ont des documents, mais en tout cas, rien. Le fond des archives Jacobs n'a jamais été transféré dans aucun dépôt d'archives. Donc, il faut travailler sur base des archives communales et principalement les archives de Schaerbeek, mais également des autres communes où il a été actif. Il y a les archives de la province de Brabant aux archives générales du royaume, mais apparemment le transfert vers Forêt a été assez pénible pour le fond et on ne retrouve plus toute une série de documents Jacobs. Les archives des autres communes, les archives de la ville de Bruxelles pour commencer, et également les archives d'histoire, des cercles d'histoire locale ou quelques archives privées. Non, c'est ceci. Rentrons directement dans le sujet. Nous avons juste un seul document de la main de Jacobs qui nous donne la manière dont lui voit et dont lui comprend son rôle d'architecte et de décorateur, notamment ici à propos de l'école du groupe Félix Govart à Oudergem. Donc on sent dans cette lettre directement qu'il en a assez de devoir se battre en permanence contre les inspecteurs, contre l'administration qui ne consacre pas assez, selon lui, à la décoration des bâtiments publics. Et notamment, il nous dit que actuellement, il y a moins de 0,5% du budget de cette école qui est consacré aux éléments décoratifs. C'est bien peu de choses pour la partie décorative d'un édifice qui coûtera près de 400 000 €. Et, dit-il, les artistes ne sont pas gâtés en Belgique, principalement lorsqu'il s'agit d'art appliqué. Et il espère qu'on va lui permettre de réaliser quand même le très modeste programme décoratif qu'il a prévu pour le pré ouvert. J'estime que le milieu dans lequel l'enfant passe une partie de sa vie influe sur son éducation morale et esthétique. Il y a malheureusement beaucoup à faire sur ce rapport en Belgique. Il le dit pour l'enfant, il le dira également pour le logement social, et nous le verrons. Et il a ses modèles, c'est la Suisse et l'Allemagne, et même en moindre mesure la France, où on introduit un peu d'art à l'école. Voici donc un texte qui est unique, parce que c'est tout ce que Jacobs a pu nous laisser sur sa philosophie de la décoration pour les bâtiments publics. Voilà, par exemple, le cahier des charges pour l'école d'Oudergem en question, où vous allez voir ici, notamment, il va reprendre tous les éléments, notamment, vous allez trouver le porte-parapluie, le vestiaire, tout le mobilier qu'il faut pour meubler l'école, et vous verrez, si ça veut bien. Voilà, ici dans le devis manuscrit du mobilier, la description, par exemple, des bancs tables à 2 places pour enfants d'après leur âge, puisque les proportions des bancs dans les classes sont toujours adaptées à l'âge des enfants. Il y a la dimension des bancs, l'écartement, l'inclinaison, etc., fera l'objet d'énormément de discussions entre les pédagogues, les médecins, les hygiénistes et les architectes depuis les années 1880-1890.
Nous étions à Auderghem, restons à Auderghem pour voir un certain nombre de détails de l'architecture de Jacobs. Vous allez avoir toujours le départ d'escalier avec 2 ou 3 marches en pierre, le très beau balustre qui permet à la cage d'escalier, qui borde la cage d'escalier. Les marches sont régulièrement en bois et les contre-marches en verre. Vous verrez que Jacobs essaye toujours d'apporter le maximum de lumière possible sur les escaliers. Est-il tombé dans les escaliers un jour? On n'en sait rien. Mais en tout cas, il va toujours essayer que l'on voit clair dans l'escalier. Vous avez également les angles des murs qui vont très régulièrement être ornés d'un tore comme ici, pour éviter que les enfants, en se bousculant dans les classes, ne se blessent aux angles des murs. Un des grands tableaux dans une classe qui a subsisté là-bas à Auderghem, un des tableaux avec évidemment les cimaises par-dessus pour que l'on puisse chaque fois étaler les cartes, les plans, le matériel pédagogique. Les angles sont toujours des angles coupés parce que l'on pense que les miasmes vont se nicher dans les coins et donc les angles vont chaque fois être coupés dans les classes avec d'un côté un meuble avec lavabo et miroir pour l'instituteur et de l'autre côté le porte-manteau, nous en verrons, et en dessous des meubles qui permettent de ranger justement toutes les cartes, les plans, tout le matériel pédagogique. Puisque nous sommes à Auderghem, restons-y. Vous avez ici une vue de la cage d'escalier avec la très belle rampe qui monte et également un éclairage sommital de manière à la rendre plus sécure pour les enfants. Le départ de la cage d'escalier, le plafond qui ici dans cette école d'Auderghem est constitué de plaques moulées fixée, attachée à une structure métallique, sous laquelle nous avons les différentes disciplines scolaires comme la géographie, etc., dues à Privalivemont, qui a très souvent travaillé avec Jacobs. Jacobs sera un ami, ils sont très amis. Hein. On a un texte qui dit que Privalivemont et Jacobs sont l'un chez l'autre et qu'on se reçoit à manger. Donc, il y a de véritables liens d'amitié. Une autre caractéristique aussi de Jacobs, ce sont les bricornats. Ce sont des briques teintées dans la masse, fabriquées chez Van der Loo à Dieren, aux Pays-Bas, et qui va constituer une décoration finalement fort peu onéreuse que l'on trouvera non seulement dans les maisons, mais également dans les écoles. Il va avoir ici pour l'entrée de l'école Govars à Auderghem une idée pour éviter que les enfants ne se blessent encore une fois en entrant dans l'école et en se bousculant. Donc sur le côté, on a bien un escalier qui permet d'entrer directement dans le préau, mais à côté de l'escalier, il va y avoir cette rampe très graphique qui va permettre justement de pouvoir accéder au local sans avoir à grimper des marches. La maison personnelle d'Henri Jacobs existe encore. Elle se trouve toujours à Scarbeck, rue Maréchal Foch. C'est celle que vous avez à l'extrémité gauche de 1899, comme la maison voisine qu'il va construire pour un agent de change, Oscar de Clercq. Sa maison est un manifeste de ce qu'il veut montrer, avec notamment le grand graphite de Privalivemont qui va qui va se trouver sous la corniche, deux larges travées, 2 travées inégales, et dans toute une série de ce graphite que vous allez trouver sous les allèges de fenêtres, vous allez trouver le monogramme de Henri Jacobs. Comme par ici, notamment, vous voyez la lettre H et les 2 J de part et d'autre, très graphiques. Quand on entre dans cette maison d'Henri Jacobs, on est immédiatement surpris par les proportions. La hauteur que vous avez devant vous, qui monte jusqu'au palier du premier étage, est franchement impressionnante. Et vous le voyez d'ailleurs ici dans les contres de la descente, dans le sens de la descente, avec le vitrail dont on ne connaît pas le dessinateur. Peut-être a-t-il demandé à son ami Privalivemont de le faire, on n'en sait rien. Quelques détails architecturaux de la cage d'escalier et de la mosaïque du palier. Et ceci me paraît intéressant dans la mesure où c'est une comparaison des 3 cheminées que l'on trouve dans la maison. Dans le bureau, au rez-de-chaussée, là où le
travaille le personnel, là où les clients sont reçus, vous allez avoir une cheminée que l'on peut trouver dans des catalogues, la cheminée avec la coquille, etc. Tout ce qu'il y a de plus conventionnel. Au niveau des chambres, vous avez une cheminée beaucoup plus dépouillée. Et alors là où vit la famille, parce que la famille Jacobs, le bureau mangeant une grande partie de la maison, la famille Jacobs vit dans le sous-bassement, donc dans les caves semi-enterrées, avec le petit escalier qui débouche sur le jardin. Et là, vous allez avoir la cheminée en pierre blanche avec les motifs Art Nouveau tels que Jacobs a pu les dessiner. Et courant le long des murs, une frise en céramique qui décore comme simple décoration des murs de cette partie. Alors, la cheminée qui se trouve donc dans le bureau, on peut se demander si elle est d'origine. Je pense bien que oui, puisque dans les deux maisons voisines, de part et d'autre, on va trouver le même type de cheminée. En plus, quand Henri Jacobs, le fils, va devoir transformer la maison après la mort de son père, ce sont les années 30, on est en 34-35, les affaires vont très mal, il a déjà de la peine, je pense, à relever le bureau, donc je ne pense pas qu'il aurait fait des dépenses inutiles dans la maison et il aura juste fait le nécessaire pour pouvoir louer la moitié de la maison à un homme politique libéral, Roger Motz, qui occupera donc les 2 étages supérieurs, lui conservant le bureau au rez-de-chaussée et avec sa femme faisant aménager une chambre et la salle de bain dans le sous-bassement de la maison. Jacobs est moins connu comme l'architecte du logement social et pourtant il y a joué un rôle essentiel à Bruxelles. Ici, nous sommes rue l'Olivier à Schaerbeek où nous avons eu la chance de pouvoir aller pendant les travaux de transformation et de restauration. À la place d'un pass ouvrière, la commune, le foyer schaerbécois, va décider de construire 5 immeubles à appartements pour les ouvriers de la commune. Et vous voyez ici le bâtiment du fond. Donc, à front de rue, vous avez l'entrée que l'on voit sur le côté. On a des magasins au rez-de-chaussée. Au fond de la cour, il y aura un jardinet avec un jet d'eau et des parterres de fleurs sur lesquels donneront les balcons des appartements, oui. Dans du logement social, au début du XXe siècle, Jacobs a prévu des vastes balcons qui donnaient sur l'extérieur. Et comme élément non pas décoratif mais bien pratique, sous les fenêtres, vous allez avoir une trappe vitrée, grillagée vers l'extérieur, fermée par des portes en bois côté intérieur, qui servira finalement d'ancêtre du frigo, où on pourra mettre la nourriture, etc., pour qu'elle puisse bénéficier de l'air frais de l'extérieur et ne pas être gardée à l'intérieur même des appartements. Je vous ai montré dans les écoles les contre-marches toujours en verre. Ici, peut-être parce que les occupants marchaient plutôt avec des sabots et autres, a-t-il préféré de mettre une plaque grillagée, mais également permettant à la lumière de passer, comme on le voit ici sur la photo. Il y aura aussi toute une série de luminaires qu'il va concevoir pour cette cité sociale. Mais notre plus grande découverte a été ceci. Ça a été de pouvoir retrouver un appartement encore tel qu'il était à l'époque où ça a été conçu par Jacobs. Et vous voyez que dans le logement social, ici, dans ce qui est donc destiné à des ouvriers, il va copier ce que l'on fait dans les maisons bourgeoises, à savoir, vous avez un lambris, imitation du lambris de bois, avec même une frise par-dessus, et les panneaux sur lesquels, dans les maisons bourgeoises, il y avait des tissus, il y avait des papiers peints, etc. Donc, on va retrouver les mêmes dispositions transposées ici dans le logement ouvrier. C'est montrer que Jacobs avait une haute idée de ce qui devait pouvoir servir aux gens les plus modestes. Voilà le beau lampadaire au gaz qui permettait d'éclairer l'entrée, qui a malheureusement disparu. Et sur la terrasse sommitale de l'immeuble, où il était possible d'accéder pour mettre sécher le linge, vous avez le garde-corps au beau motif Art Nouveau qui permettait évidemment en même temps de souligner le sommet de l'immeuble. Oui, ça va un peu trop vite. Jacobs s'est aussi remarquablement tiré parti des espaces les plus incommodes, puisque la profondeur à rue de cet immeuble ne dépasse pas 1,35 m.
Il va arriver à concevoir là des échoppes, donc ils pourront avoir une fonction puisqu'il y a la porte de part et d'autre des fenêtres, donc on peut exposer la marchandise. Et vous voyez sur le plan, donc la largeur, il y a des caves. Au niveau du rez-de-chaussée, la largeur est d'1,35 m et par l'encorbellement qu'il va créer, il va même arriver à obtenir des pièces larges de 2,75 m au premier étage. On dirait, on ne peut pas y vivre certainement, mais en tout cas, pour le commerçant qui occupe les magasins, il y a moyen d'avoir là ses réserves, il y a moyen d'avoir quand même de quoi pouvoir éventuellement se reposer un petit peu. Et la toiture en forme de demi-bulbe que vous voyez cache tout à fait habilement le pignon de la maison, de la place. C'est la place Poge, hein, celle-là qui est juste là à côté. Donc, il va tirer parti des espaces les plus incommodes. Ah, voilà. Il est évidemment connu surtout comme spécialiste de l'architecture scolaire. Vous avez ici une école qu'il va réaliser en 1907-1909 à Kuckelberg. Donc, vous voyez sur la carte postale, dans l'alignement de la rue, une première maison qui va abriter l'entrée de l'école, et puis de l'autre côté, la deuxième maison qui sera la maison de l'instituteur. Donc, on pourra entrer par cette entrée et on débouche directement dans le préau. Au lieu d'avoir un préau simplement rectangulaire ou même trapézoïdal, il va l'incurver légèrement, ce préau, et vous verrez que ça donne une impression tout à fait différente. Donc au centre, on a la cour et les ailes de classe avec un escalier de part et d'autre qui permet d'accéder au premier étage. Et ce préau va être décoré par quelqu'un dont on a déjà beaucoup parlé aujourd'hui, Adolphe Crespin, dont vous avez le portrait caricaturé par l'affichiste Ox sur le côté. Une longue frise qui représente les animaux des 5 continents séparés par des symboles. Vous avez la lampe à huile, vous avez le flambeau, etc. Et à gauche, la décoration de la maison avec la chouette qui est très très fréquente également dans les écoles comme symbole de lumière, que vous allez retrouver à la fois éveillée et à la fois endormie sur la maison de l'instituteur et à l'entrée. Et voici d'autres détails de cette faune des 5 continents représentée par Adolphe Crespin pour cette école de Kuckelberg. Une autre école, mais qui a, elle, malheureusement disparu en grande partie, c'est à Forêt. Il reste encore, il subsiste l'Athénée, rue des Alliés, il subsiste encore une école également dans la 3e rue, mais du côté du boulevard Van Allen, ici, donc le bâtiment a été en grande partie détruit. Il faut dire que c'est un terrain qui se prêtait fort mal à cela, dans la mesure où c'est un terrain où il y a quantité de sources très, très, très instables. Donc, à un moment donné, il y a eu des désordres dans la maçonnerie, il a fallu abattre l'école. Donc, il subsiste actuellement au cercle d'histoire de Forêt ces 2 panneaux qui ont une importance, une grande importance pour nous, et nous allons le détailler. Voilà ici le grand préau. Nous avons déjà vu là, des choses assez parallèles à Oderghem, avec un certain nombre de luminaires que je vous demande de retenir un petit peu quelques minutes, parce que nous allons les revoir par la suite. Le préau a été séparé en 2 par une cloison légère, et vous verrez que les garçons qui boivent ici leur lait, les cruches de lait devant, et qui mangent, ils mangent debout. On n'est pas assis, on prend ses repas debout. Et vous avez de nouveau les lustres dont nous allons reparler. Voici donc la maison de l'instituteur à droite qui existe encore, qui a servi de bibliothèque publique à Forêt par la suite, la partie qui a été rasée et les exercices physiques dans le préau avec, encore une fois, les luminaires. Une vue des classes, la classe des filles au-dessus, la classe des garçons en dessous. Comme je vous l'avais dit, les angles coupés, avec d'un côté l'évier, le miroir et de l'autre côté le porte-manteau de l'instituteur. Et vous voyez à quel point les classes sont chargées par tout ce matériel pédagogique que l'on doit dérouler, tous les panneaux, les tableaux et autres que l'on doit dérouler au fur et à mesure. La mappemonde qui pend au milieu de la classe. Et regardez ces
ces blancs parce que ces blancs sont tout à fait spéciaux. J'étais un petit peu sceptique au départ, me demandant s'ils étaient bien de Jacobs, mais oui, ils ont été dessinés par le bureau de Jacobs, alors que ce n'est pas du tout la forme traditionnelle. Habituellement, on a un banc pour 2 élèves, donc les 2 sont assis l'un à côté de l'autre. Et ici, ils ont chacun un siège individuel fiché dans la semelle de bois qui fait 1, évidemment, avec la table. Le voilà, il est en effet bel et bien, désolé pour la mauvaise qualité des documents, mais il s'agit de photos de microfilm, puisqu'apparemment aux archives générales du Royaume, les documents originaux ne semblent plus être accessibles. Donc, voici sur microfilm ces bancs qui portent la signature du bureau Jacobs. Voilà ici le bureau du directeur avec une grande cheminée, le bureau, la table au milieu et les armoires dessinées également par Jacobs sur la partie supérieure de la photo. Et voilà la photo de la classe avec le mobilier dont nous venons de parler. Donc tout est dessiné, y compris les bacs pour les plantes que vous avez dans le coin inférieur droit, les porte-manteaux, le porte-parapluie, tout est systématiquement dessiné par le bureau d'architecture. Et voilà, nous avons parlé des luminaires, mais les luminaires que nous avons vus, c'était à Kuckelberg. À Forêt, pardon. Or, ici, nous avons rue Ercolier à Kuckelberg. Donc, vous retrouvez à 2 écoles qui ont été construites en même temps, donc celle de Forêt et celle de Kuckelberg, vous retrouvez les mêmes luminaires. Et il en reste d'ailleurs un morceau d'élément dans la collection de Jonathan Mangelings. Voici le grand lustre que vous avez vu à Forêt. Encore une fois, il est signé par le bureau Jacobs, mais pour les écoles de Kuckelberg. Parmi les luminaires, nous devons souligner évidemment celui qui éclaire l'école normale, l'escalier de l'école normale Émile André, rue des Capucins. Donc c'était un luminaire qui fonctionnait au gaz, d'où l'épaisseur des conduites, puisqu'il fallait faire passer le gaz à travers le tout. Et en réalité, ce n'est pas exactement celui que Jacobs avait dessiné. Il a probablement changé par rapport au premier plan que nous avons ici dans les documents des archives de la ville de Bruxelles. Vous voyez que le dessin est légèrement différent. Pour les escaliers, toujours la même chose, 2 ou 3 marches en pierre. Après ça, les marches à semelle de bois sur une structure métallique avec toujours les contre-marches qui sont vitrées pour apporter le maximum de lumière. Sous l'escalier, c'est le rangement, soit c'est l'escalier pour aller dans les caves, soit c'est le rangement pour le matériel des femmes de ménage. L'école normale Émile André de la rue des Capucins à Bruxelles a également un très très beau graphite de Prival-Yvemont. En fait, ce graphite, il est déjà esquissé sur les dessins de la maison personnelle d'Henri Jacobs à Schaerbeek. Il ne sera pas réalisé, il préférera quelque chose de plus graphique qui souligne les 2 travées. Mais le graphite de Prival-Yvemont va prendre sa place ici. Et c'est tout à fait extraordinaire quand vous voyez le diable qui sort la tête et vous voyez sa main accrochée sur le cadre qui essaye de sortir, il essaye de s'échapper. Et le tout sur un fond de silhouette de la ville de Bruxelles avec, vous reconnaîtrez, le palais de justice, la cathédrale, la colonne du Congrès et la flèche de l'hôtel de ville. Encore une fois réalisé par son ami, par Prival-Yvemont. Tant que nous sommes dans l'école normale Émile André, voici un certain nombre d'éléments décoratifs, notamment la balustrade de la coursive qui permet de passer du premier étage depuis la rue vers les bâtiments du fond de l'école. Le détail ici de la ferronnerie de la coursive, les luminaires, le luminaire accroché sous la coursive et puis ceux accrochés au mur. Et vous remarquerez sur la photo de l'extrême gauche, là qu'on change complètement de style. Nous ne sommes plus dans le bâtiment, nous sommes dans la cour de récréation. Pour abriter les jeunes filles de l'école normale, ce sera alors là une structure purement industrielle, très simple, où l'on voit les boulons, on voit les rivets, on voit vraiment la construction métallique sans aucun ornement.
Les grandes écoles de Scarbeck, on ne peut pas parler de Jacob sans parler des écoles du groupe Josaphat, notamment avec la façade de l'école industrielle rue de la Ruche, où vous allez avoir une décoration axée sur la cerise, la crique de Scarbeck, allusion à la commune. Le gymnase qui se trouvait rue Josaphat. Le Grand Préau, où ici la coursive court le long des 4 côtés pour relier le bâtiment avant et le bâtiment arrière. Vous voyez ici la masse, la place que prennent les grosses poutres en métal ajourées et décorées qui supportent la structure. Il faut dire que ce bâtiment, les deux écoles sont quasiment l'une sur l'autre, hein, rue Josaphat, rez-de-chaussée et le premier étage. Et puis après ça, on a l'école industrielle. Il y a jusqu'à 7 niveaux finalement superposés dans cette école. Jacob sera aussi le champion de l'usage du moindre centimètre carré pour en tirer le meilleur parti possible. Et dans cette école, on a conservé assez bien de mobilier. Nous avons notamment encore beaucoup d'armoires. Il y avait, mais nous ne l'avons plus retrouvé cette fois-ci, un bureau pour les instituteurs. Le bureau où l'instituteur reste debout. Hein. Il n'est pas question de s'asseoir, évidemment, au bureau. Donc, la place, la tablette vient assez haut. Et les armoires qui seront traditionnelles de Jacobs dans ces écoles urbaines. Puisque vous voyez simplement le petit... Ici, est-ce qu'on verra? Non, je ne peux pas le montrer. Vous voyez simplement sur le rebord le motif légèrement en coup de fouet qui va être très typique de ce qu'il va faire dans les écoles urbaines, car dans les écoles qu'il va réaliser notamment pour les villages, ce sera le même modèle, mais beaucoup plus simple, sans aucune ornementation. Toujours à Scarbeck, nous passons cette fois-ci au groupe scolaire de l'Intout, avenue de Rodebeek, avec dans le fond du préau cette très grande toile due à Maurice Langasken. C'est une toile appliquée qui évoque le présent, le passé et l'avenir. Donc les contes de l'ancêtre, le passé, les bergers étudiant les étoiles, le présent, et au-dessus, l'étude, l'avenir. Notre ami Langaskens, à ce moment-là, avait espéré pouvoir faire la décoration des 2 préaux de l'école, donc celle-ci, l'école des garçons, et de l'autre côté, l'école des filles. Mais la guerre va survenir entre deux, et après cela, Langaskens, qui a été prisonnier, qui a très mal vécu sa déportation en Allemagne, Langaskens va faire des choses beaucoup plus dures, beaucoup plus expressionnistes. Et probablement, on va trouver que pour une école de jeunes filles, ce n'est pas quelque chose de convenable, et on demandera à Prival-Livemont de faire à la place des jeunes filles en fleurs, avec des guirlandes de fleurs. Ça semblait mieux adapté. Mais dans la partie alors jardin d'enfants, comme dans les entrées, on peut encore voir et on peut encore deviner sous les badigeons à certains endroits. Ici, la frise qui est réalisée avec des petits moulins à vent, des envols d'oiseaux. Et au sol, les jeux d'enfants dans cette partie-ci, le petit veau qu'on peut tirer, le tambour et la trompette et le petit seau de part et d'autre. Donc, il va s'adapter au public auquel l'école est destinée. Pour le reste, on va retrouver les choses habituelles. Donc l'escalier, je vous en ai déjà abondamment parlé, avec toujours les 2 marches, les contre-marches en verre et la double rampe pour qu'elle soit adaptée à la taille des différents enfants. Les bricornas qui constitueront une décoration pour bon marché. Et ici, les grandes fenêtres avec décoration de palmettes sur la façade de l'école primaire. Non, ça va un peu trop vite. Toujours dans le groupe de l'Intout, qui est très très bien documenté aux archives communales de Scarbeck. On a notamment tous les plans, on a tous les documents, et vous avez au-dessus l'ensemble des balustrades qui sont différentes. Comme vous voyez, les modèles ne sont pas toujours les mêmes. D'une partie à l'autre du bâtiment, ce seront des balustrades différentes. Les luminaires qui éclairent les préaux des 2 côtés, et un des meubles qui se trouvait dans le bureau de la direction, avec d'un côté les casiers et les armoires, les tiroirs et autres, et la presse, puisqu'évidemment, chaque école avait son tampon à pouvoir imprimer sur les documents.
Nous sommes beaucoup plus tard. Maintenant, déjà, le groupe de l'Institut a été construit en temps de guerre, avec beaucoup de difficultés. Ça a pris énormément de temps, puisque, bon, parfois, il n'y avait pas d'approvisionnement des matériaux. Il a fallu attendre pour recevoir, et puis il a fallu changer les choses parce que les matériaux n'étaient pas disponibles. Jacobs va toujours s'efforcer de maintenir son personnel en fonction pendant pendant toute la guerre. Il ne va pas les licencier ni les mettre au chômage de peur que les hommes, en tout cas, ne soient envoyés en Allemagne. Et nous sommes maintenant en 1918. Pendant la guerre, avant la guerre en 1911, Jacobs va obtenir un contrat tout à fait exceptionnel de la commune de Laeken, puisqu'il va avoir un contrat qui lui donnera l'exclusivité de la construction des écoles sur le territoire de la commune de Laeken. Naturellement, en 1921, Laeken va être absorbé par Bruxelles et donc ce contrat, même s'il était prévu qu'il devait se maintenir, n'aura pas été respecté. Il va concevoir ici, rue Léopold Ier, rue Withoek, tout un groupe scolaire. Et vous voyez donc tous dans ce dessin qui ont été réalisés pendant la guerre, à quel point il a voulu maintenir son personnel en fonction. Et les dessinateurs vont aller jusqu'à dessiner la fumée qui s'échappe de la cheminée et les pots de fleurs sur les appuis de fenêtre, vous dire qu'il va vouloir garder son personnel en place le plus longtemps possible. Le premier projet ne sera pas mené à bien. En 26, on a vraiment là la transition, on a quelque chose de tout à fait différent, on n'est plus du tout dans l'art nouveau, on est passé à une autre époque, ce n'est plus du tout la même situation. Et pour terminer, le dernier bâtiment que l'on puisse attribuer encore à Henri Jacobs père, avec son fils, ce sera l'Athénée, cette partie en tout cas de l'Athénée de Kuckelberg. Le fils Jacobs va alors construire tout le reste dans la suite, dans les années 60-70, l'ensemble du 50-60, pardon, tout l'ensemble du complexe de l'Athénée de Kuckelberg. Mais dans cette partie-ci, Henri Jacobs père a encore travaillé, mais nous savons depuis longtemps quitté l'Art Nouveau. Je vous remercie.